Si je vous dis t'as pas de couilles, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ben, dans notre société, dans notre culture occidentale, lorsqu'on emploie cette expression t'as pas de couilles, ça veut tout simplement dire t'as pas de courage. Et la plupart du temps, les couilles sont associées à la testostérone, évidemment. Et comme si le fait d'avoir du courage, c'était juste une affaire de mec, en fait. Les femmes, elles n'ont pas besoin d'avoir du courage parce que ce sont les hommes qui possèdent la testostérone. Mais la testostérone, quand on parle de testostérone, qu'est-ce que vous voyez tout de suite? Alors, on voit une montagne de muscles, on voit des gars qui sont un peu agressifs, poilus, on parle des mecs, là, tu sais, des vrais mecs, là, les mecs, tu sais, qu'on peut voir à la télévision, qui sont, tu sais, ceux qu'on dit, oh mon Dieu, il est plein de testostérone, tu sais, à la Bruce Willis, puis tous ces acteurs hollywoodiens là qui sauvent des Rambo, qui sauvent en fait tout le monde à eux seuls. C'est l'image qu'on a de la testostérone. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment ça la testostérone? Est-ce que la testostérone, c'est juste une affaire de mec, premièrement? Et qu'est-ce que ça fait si, à un moment donné, il y a des hommes qui ont une baisse de testostérone? Qu'est-ce que ça va impliquer pour eux? Alors, c'est quoi en fait la testostérone? La testostérone, c'est une hormone qui est dérivée du cholestérol. C'est une hormone sexuelle qui fait partie des hormones androgènes qu'on appelle. Elle est sécrétée en grande partie chez les hommes et les mâles par les testicules, les gonades, et par les ovaires et les glandes surrénales chez les femmes. Et oui, mesdames, nous sécrétons de la testostérone aussi. Bon, bien sûr, c'est pas en même quantité que les hommes, évidemment. La testostérone, elle va atteindre son pic à l'adolescence. D'ailleurs, je pense que tout le monde s'en rend compte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive à l'adolescence? Ben, la voix, elle va muer. La voix va devenir plus grave. La musculature aussi, là, les muscles vont se développer, les ados vont grandir, il va y avoir une augmentation de libido, la formation du sperme aussi, parce que c'est la testostérone qui est responsable de ça. Elle est responsable aussi des érections et du maintien de l'érection. C'est la testostérone qui est responsable de la libido, en fait. Et comme n'importe quoi, lorsqu'il y a un pic, il y a une descente aussi. Donc, c'est vers l'âge de 30 ans, en fait, que la testostérone va commencer à diminuer tranquillement, messieurs, tranquillement, mais sûrement. Non, vers l'âge de 30 ans à peu près, on évalue que le taux de testostérone va diminuer de 1 à 3 annuellement. Donc, ne vous affolez pas trop parce que c'est sûr que oui, vous allez commencer à avoir, peut-être un petit peu moins de libido mais tranquillement, ça se verra pas comme du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qui arriverait si du jour au lendemain vous aviez un taux de testostérone bas? Ben, quels seraient vos symptômes? Ben, en fait, les symptômes, ça serait évidemment une baisse de libido, de la difficulté à obtenir une érection ou de maintenir une érection, une perte de masse musculaire importante, donc porter plus à faire de la bedaine, plus d'obésité, de la fatigue. Les hommes qui ont une baisse de testostérone, c'est des gens qui sont fatigués. Pourquoi? Parce que souvent, leur sommeil va être perturbé. Il peut y avoir aussi des problèmes d'apnée du sommeil. Et on va aussi avoir au niveau psychologique, il y a beaucoup d'hommes qui vont ressentir de l'irritabilité, un état dépressif même, de la tristesse aussi, des troubles de la concentration.
On note aussi une augmentation des problèmes cardiaques, une augmentation du taux de cholestérol, un manque de motivation. Bref, il y a vraiment des problèmes là qui sont notés et qui sont quand même des problèmes avec des conséquences. Mais bien sûr, ne vous affolez pas, messieurs. Ah, on entend mes corbeaux qui jacassent. Mais ne vous affolez pas, messieurs, car aujourd'hui, il est très facile de détecter justement ce genre de problème-là avec une prise de sang, tout simplement. Et il est facile aujourd'hui de combler un taux de testostérone trop faible par des compléments justement en testostérone. Mais ça, les médecins, ils peuvent tout vous expliquer ça. C'était pas tellement le but de ma vidéo aujourd'hui, mais il fallait que je vous explique c'est quoi la testostérone, les enjeux, en fait, quand il y avait une baisse de testostérone, qu'est-ce que ça implique dans la vie d'un homme. Et en passant, je pourrais vous donner des aliments qui boostent un peu la testostérone si vous voulez maintenir une bonne santé de vos coucounettes. Il y a la viande rouge, évidemment. Tous les crucifères, les choux-fleurs, brocolis, choux de Bruxelles, etc. Les œufs, les huîtres, l'avoine, le chocolat noir, mais évidemment le chocolat noir à 100%, et les avocats. Donc, vous pouvez vous faire un petit boost là, de ces aliments-là pour garder en santé vos coucounettes. Il y a aussi une croyance populaire là, que j'aimerais vraiment qu'on décortique, c'est que souvent la testostérone, elle va être associée à de l'agressivité. C'est vraiment une croyance là qui est très ancrée et que les hommes qui sont agressifs, qui sont violents, ben c'est des hommes qui ont trop de testostérone. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Il y a des nouvelles études qui ont démontré que la testostérone et l'agressivité n'avaient pas de lien en fait. L'hormone qui est responsable le plus de l'agressivité, ça serait le cortisol. Et je trouve ça logique en fait que le cortisol associé à la testostérone, ben ça fasse des personnes qui sont des bombes à retardement et qui peuvent être violentes parce que justement le cortisol c'est l'hormone du stress. Quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est replié dans ses retranchements, ben oui, ça devient une bombe à retardement. Donc, c'est plus le cortisol que la testostérone qui est responsable de la violence. Bon, évidemment, il y a tout l'aspect psychologique aussi, vous comprendrez bien, le vécu de la personne, la personnalité, les traumatismes, bon, et tout ça, là. C'est pas juste, parce que je suis stressée que je deviens violent. On s'entend, OK? C'est comme un package là, de beaucoup de choses avant d'en arriver là. J'aimerais maintenant qu'on fasse un petit détour. Je voudrais parler d'un sujet, OK, mais je fais un détour, mais vous allez voir, là, ça va être cohérent là, pour la suite. Là. Je fais un détour pour qu'ensuite on puisse rejoindre la testostérone, OK? Mais j'ai besoin de faire un petit détour pour clarifier des choses. Je voudrais qu'on parle maintenant de la conscience des animaux, la conscience des chiens. Vous verrez pourquoi je fais un détour, OK? Parce que le but, c'est de parler de testostérone. On a longtemps cru, les humains, les scientifiques eux-mêmes ont longtemps cru que les animaux n'avaient pas de conscience. D'ailleurs, Darwin le premier le disait, que les animaux n'avaient pas de conscience. Je trouve assez quand même qu'il faut être un peu mégalomane là, pour penser qu'on est juste que juste les humains on pourrait avoir une conscience. Bon, bref, ça c'est mon opinion personnelle. Donc maintenant on sait parce qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet, notamment là, des études qui ont duré près de 5 ans par Gregory Byrne et Peter Cook sur les émotions et la conscience des animaux, des mammifères.
pas juste du chien, je crois qu'il avait aussi des otaries dans ses études, dans ses recherches. Bref, on le sait maintenant que les mammifères surtout, mais même peut-être, il y a des recherches qui vont aussi vers les invertébrés. Et moi, je me dis pourquoi on serait les seuls à avoir une conscience? En tout cas, franchement, là, je vois pas pourquoi. Mais bref, on sait dorénavant que les chiens ont une conscience. Bon, mais ça veut dire quoi, avoir une conscience? Comment on peut définir ça? C'est quand même subjectif, avoir une conscience. D'ailleurs, il y a le philosophe français André Comte-Sponville qui dit ceci: la conscience est l'un des mots les plus difficiles à définir. Ben oui, parce que c'est vraiment subjectif. Donc, on pourrait s'entendre sur une définition, je pense, qui devrait plaire à tout le monde, qui devrait avoir du sens pour tout le monde. C'est la conscience, c'est la capacité de percevoir sa propre existence et celle du monde qui l'entoure finalement. On peut s'entendre là-dessus. Donc, le chien a conscience de son environnement. Le chien a conscience de son corps. Le chien a conscience de l'endroit où il se trouve. Le chien a conscience de ses émotions aussi, comme nous. Et tout comme nous, la conscience du chien va être altérée par sa perception, par ses expériences personnelles, par ses traumatismes, etc., etc. Comme les humains, en fait. Le docteur Burns a écrit ceci dans son livre, le livre qu'il a écrit dans la tête d'un chien, c'est ça le titre, par rapport justement au fait que les humains, on ne tienne pas compte que les animaux ont une conscience. Écoutez ce qu'il dit. Ce sont ses paroles. C'est la persistance de notre agnosticisme concernant les émotions animales et leur degré de conscience qui a permis qu'on les exploite. Il est possible que des raisons égoïstes aient incité les scientifiques à nier les émotions animales. C'est fou pareil, là. C'est un chercheur, hein? Et lui-même, ce qu'il dit, c'est que ben ça faisait bien notre affaire de ne pas faire d'études là-dessus et de nier le fait que les animaux avaient des émotions. Comme ça, ben, on pouvait continuer à les exploiter, à faire des expériences sur eux. Je trouve ça épouvantable, je trouve ça dégueulasse. Évidemment, les chercheurs, ils devaient justifier le fait de torturer des animaux et de faire des expériences sur eux. Ils devraient le justifier, ça. Fait que s'ils avaient on avait publié des études disant que les animaux avaient une conscience et que c'était pas éthique de les traumatiser, de les perturber, de les exploiter, de les torturer, de faire toutes sortes d'expériences sur eux dégoûtantes, ben c'est sûr que ils pouvaient pas vivre avec ça, les docteurs, vous comprenez? Donc, c'était mieux qu'on n'en parle pas et c'était mieux ben, qu'on fasse comme si on le savait pas, même si ça fait longtemps qu'on le sait que les animaux ont des consciences. Vous voyez comment que les êtres humains peuvent être dégoûtants? En tout cas, je trouve ça épouvantable. Euh, on a vraiment fait tout pour faire croire, les chercheurs en tout cas, pour que on pense que les chiens, les animaux en particulier, ben, tous les animaux en fait, n'avaient pas de conscience et n'avaient pas d'émotion. Comme si les chiens, ils ne pouvaient pas ressentir, ils ne pouvaient pas voir que il y a quelque chose de pas normal qui se passe ou bref, comme je vous l'ai dit, l'humain a le syndrome de la mégalomanie. Là. Moi, j'appelle ça comme ça. L'humain se prend vraiment pour Dieu. Puis, ce qui est vraiment très hypocrite de la part des humains, c'est que, premièrement, on les décrit comme les meilleurs amis, on les décrit comme les meilleurs amis de l'homme, le chien. Mais hypocritement, ça fait notre affaire que on pense qu'il n'est pas de conscience, puis que
on pense qu'il n'est pas d'émotion, comme ça, ben on continue quand même à exploiter cette faille. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que, ben, juste par rapport à l'éducation canine qui est basée sur la forme hiérarchique, en fait, hein, que l'humain il est au-dessus du chien, c'est de nier vraiment que le chien, il a des émotions, puis que le chien, il peut ressentir de la tristesse, de la joie, de l'anxiété, du stress, de l'injustice. Le chien, il ressent tout ça. Et aussi par rapport à son corps. Vous savez, là, je parle de ça parce que ce n'est qu'en 2024 au Québec que la mutilation, elle est défendue en 2024. Ça veut dire que les vétérinaires, eux qui sont supposés être là pour protéger les animaux, la SPCA, ces organismes-là, ces gens-là qui branlent haut et fort, qui sont là pour les animaux, mais c'est juste en 2024 que la loi est passée comme quoi qu'on n'avait plus le droit de couper les oreilles, couper la queue, couper dégriffer les chats, couper les cordes vocales. Et par contre, il y a une partie du corps que on a oublié, c'est les couilles. On peut continuer à couper les couilles d'un chien. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas de la mutilation. Hein? S'il y a des SPCA qui m'écoutent, ça c'est pas de la mutilation. Couper les testicules d'un chien. C'est pas mutilé. C'est comme on n'enlève pas une partie du corps. Je comprends pas. Je comprends pas comment on n'a plus le droit de couper les oreilles, on n'a plus le droit de couper la queue, on n'a plus le droit de couper les cordes vocales, mais on a le droit de couper les couilles. Ça, on a le droit. Bon, alors là, je vous vois venir. Là, vous allez commencer à grimper dans les rideaux. Mais attendez, attendez. OK? Pourquoi je suis contre la castration et que je trouve que c'est un acte totalement barbare? Je vous explique. Il y a des études qui datent de 1996. Ça fait longtemps qu'on le sait, mais pourquoi les humains ne veulent pas voir? Je vais vous le dire, moi, pourquoi, plus tard dans la vidéo. Bref, on a des études qui sont sorties depuis 1996 par plusieurs chercheurs, des études sérieuses qui sont faites par des docteurs, des scientifiques, des vétérinaires, des psychologues et qui sont arrivés tous à la même conclusion. D'accord? La castration n'empêche pas le chien d'avoir de l'agressivité et même, ça serait le contraire, mes amis. Ça serait le contraire. Le docteur Joël Dehaas, c'est un Belge, je crois, c'est un psy, un vétérinaire psy, c'est un auteur, il a écrit plusieurs livres, conférencier, en tout cas, c'est quelqu'un de très reconnu dans son domaine d'expertise. Et le docteur Marie Nitzschner, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, ont démontré que c'est exactement le contraire. Ils ont publié des études, des recherches qu'ils ont fait et ils vont vraiment dans le sens où castrer un chien, ça a des conséquences même jusqu'à dangereuses. Alors, qu'est-ce qu'elles disent ces études? Le docteur Dehaas, lui, il a publié même un livre, je pense, qui est sorti en 2019, justement, sur la castration. Et ben, dans le fond, le livre, c'est le résultat de ces études. OK? Et dans le fond, avec le docteur Marie Nitzschner, que elle aussi, elle nous dit que plusieurs études ont été effectuées depuis déjà quelques années et voici les conclusions. Voici les conclusions. Il a été démontré que les chiens qui ont été castrés entre l'âge de 7 et 12 mois
ont un peu plus de probabilité de manifester une agressivité modérée à forte vis-à-vis des étrangers. D'autres enquêtes montrent également que c'est surtout une castration précoce qui est susceptible de provoquer des modifications comportementales involontaires. Une autre étude nous a recensé que les chiennes qui sont stérilisées ont réagi de manière beaucoup plus agressive avec des personnes étrangères et avec des congénères. Le docteur Nitschner nous dit que dans l'ensemble, le résultat de toutes ces études prouve que la castration ne doit pas avoir pour but de résoudre un problème d'agressivité. C'est vraiment pas pour ça qu'on devrait castrer. De toute façon, on ne devrait pas castrer du tout. OK? Bien au contraire, ces résultats pointent le fait que sous certaines conditions, une castration peut même entraîner une augmentation du niveau d'agressivité. OK? Ça, c'est tiré d'un extrait que le docteur Nitzner avait publié en avril 2019. Je pense qu'aujourd'hui, on a le choix. On a d'autres on a d'autres choix que de couper les couilles d'un chien. Un homme, on lui coupe pas les couilles quand il veut plus avoir de bébé. Tu sais, parce que souvent les gens ils vont me dire oui, mais mettons dans les refuges, ils n'ont pas le choix pour éviter la reproduction. Bon, tout à fait, mais il existe la vasectomie. Les hommes, on leur coupe pas les couilles quand ils veulent plus avoir de bébé. On pratique des vasectomies. OK? Mais le docteur de Haas, il dit une chose vraiment, parce que moi, je me dis, mais pourquoi les vétérinaires, ils en sont encore à castrer, à pratiquer ce geste totalement barbare? Pourquoi? Puis ça, ce sont ses mots à lui, une croyance populaire et malheureusement médicale et que la castration va diminuer les chiens agressifs et va diminuer les troubles du comportement. Alors que c'est totalement faux. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on a les études et pourquoi les vétérinaires continuent à pratiquer ça. Je commence à me demander, à me poser la question si c'est parce que c'est pas plus rentable de castrer un chien plutôt que de lui faire une vasectomie. Non, parce que là, moi, il faut qu'on m'explique pourquoi les castrer? Pourquoi leur enlever ça? Bon, alors, de toute façon, c'est quoi les conséquences là, d'un chien castré? Donc, le docteur de Haas, comme je vous disais tantôt, c'est un vétérinaire, un psy, un auteur, il a écrit des livres et il a publié en 2018 un livre scientifique justement sur la castration et les conséquences en fait de la castration et il en donne quelques extraits, quelques conclusions dans son autre livre, Tout sur la psychologie du chien, qui a été publié en 2019. Moi, je vais vous lire quelques extraits, OK, de ses études. C'est pas une liste qui est exhaustive là, du tout, là. Mais c'est juste pour vous donner un aperçu de tout les conséquences que ça veut. Vous avez vu mon toutou? Hein, mon chéri? Hein? Toutes les autres, tes coucounettes. Oui, lui, il a toutes ses coucounettes. Donc, voici ce qu'il dit pour commencer. La castration n'est pas une panacée. Elle ne guérit pas les troubles de comportement, bien au contraire. La castration peut être pathogène. Elle facilite ou déclenche des troubles du comportement ou des troubles organiques. La castration peut être dangereuse. C'est vraiment ça qu'il a dit, ce sont ces mots, OK? Donc, voici quelques exemples. Agressivité envers les humains familiers, ça veut dire l'agressivité que les chiens ils ont envers leur famille, des humains qu'ils connaissent, de 2 à 3 fois plus que les chiens non castrés. C'est énorme. Agressivité envers les enfants, moi c'est ça là qui me touche et me perturbe le plus.
4 fois plus que le chien qui n'est pas castré. Donc, les chiens qui agressent les enfants, ce sont des chiens qui sont castrés. 4 fois plus nombreux que des chiens qui sont pas castrés. C'est épouvantable. Le marquage urinaire, le chevauchement, la copulation, la masturbation, il y a une réduction importante de ces phénomènes-là de 35%. Ça veut dire que les chiens qui ont ces habitudes-là, si vous les castrez, ben, il y a 35% de chances que ça réussisse et 65% de chances que ça change absolument rien. Ensuite, on a la sensibilité au contact. Donc, la sensibilité lorsqu'on les touche, 2 fois plus élevée chez les chiens qui sont castrés que les chiens qui sont non castrés. Et on parle de 4,6 fois plus chez le Rottweiler avec un chien qui est castré qu'un chien qui est pas un chien castré et par rapport à un chien non castré. La peur de l'orage, 4 fois plus élevé chez le chien castré que le chien non castré. Le cancer de la prostate, de 4 à 8 fois plus chez le chien castré que le chien non castré. Le diabète, 2 fois plus que le chien non castré. Les problèmes d'os, d'articulation, d'ostéoporose, de 3 à 5 fois plus chez le chien castré que chez le chien non castré. Les lymphosarcomes, 2,5 fois plus que le chien non castré. Et ça, comme je vous dis, là, c'est pas une liste qui est exhaustive, OK? Ça continue, ça continue, ça continue. Les problèmes cardiaques, de fatigue, tous ces problèmes-là que engendre le fait que le chien il n'a pas de testostérone. Vous, regardez, c'est tout à fait logique. Tantôt, je vous disais que c'est à l'adolescence qu'on a un pic de testostérone et que là, la musculature, elle va se développer et tout ça. Bon. Mais le chien, c'est la même chose. C'est lorsqu'il atteint la puberté qu'il a son pic de testostérone qui va arriver et ben, c'est là qu'on les castre. T'sais, on va castrer les chiens à partir de 6 mois là, jusqu'à 1 an. C'est là qu'on va leur couper les couilles. C'est en plein à cet âge-là qu'ils sont dans leur pic de testostérone et du jour au lendemain, bing, vous leur enlevez la testostérone. Vous commencez à capter le truc. Fait que, qu'est-ce qui arrive? Là, vous leur enlevez leur testostérone, donc sa musculature, elle se développe pas comme elle devrait se développer. Ses os, ils seront pas aussi solides que quand on a, parce que c'est un lien direct. Les articulations, les os, on l'a vu tout à l'heure pour les hommes, c'est la même chose pour les chiens. Et tout à fait étonnant et surprenant, ben, si vous regardez les statistiques, il y a de plus en plus de chiens qui ont des problèmes de hanches, de dysplasie, des ligaments croisés qui pètent, des problèmes d'articulation, qu'il faut leur donner. Ça n'existait pas tout ça avant. Pourquoi? Parce que les chiens de ferme, ils n'étaient pas castrés. Les chiens de ferme, ils faisaient leur vie, puis voilà, ils n'avaient pas de problème. Mais aujourd'hui, l'humain crée tous ces problèmes. Et en plus, moi, je commence à me dire, ben c'est sûr que comme avec la conscience, tu sais, les chercheurs, tout ça, qui voulaient pas que qu'on sache ben, que les animaux avaient une conscience, comme ça on pouvait plus profiter d'eux. Ben le fait de pas savoir que la castration ça amène tous ces problèmes, ben ça continue dans le même sens. C'est comme on continue de profiter d'eux et en plus on leur développe des maladies qui va faire en sorte ben, que les vétos, ben ils s'en mettent encore plus plein les poches. Et quand vous posez la question à un vétérinaire, que vous lui dites, ben, est-ce que la castration va diminuer l'agressivité, ils vont tous vous dire oui, mais c'est faux. D'ailleurs, aller dans un parc à chiens, les chiens qui se battent, c'est pas les chiens qui sont pas castrés. Moi là, je vis entourée de chiens, puis je peux vous dire tous les chiens que je croise qui ont des problèmes de comportement, c'est tous des chiens castrés. Moi, mon gros, il est pas castré, puis il a aucun problème de comportement. Et
malheureusement, je vois la différence entre mon chien qui est pas castré, sa musculature, comment que sa musculature est développée versus d'autres chiens qui sont castrés et c'est comme des cylindres puis ils ont aucune musculature et c'est pour ça qu'ils ont autant de problèmes ensuite, que ce soit de diabète. Il y a de plus en plus d'animaux qui sont diabétiques. Ben pourquoi? Parce qu'ils sont castrés, tout simplement. Diabète, cholestérol, des problèmes cardiaques, des problèmes d'os, des fractures, des ligaments qui pètent, des dysplasies de la hanche, etc., etc. Et non seulement cela, moi, ce que je veux vous parler aussi, c'est de la confiance, OK? La relation de confiance. Quand votre chien est enfant, quand vous l'avez chiot, ben c'est sûr qu'on essaye de bâtir une relation de confiance parce que c'est comme n'importe quelle relation. Si votre chien n'a pas confiance en vous, il va développer des problèmes. Pareil comme votre enfant, si votre enfant n'a pas confiance en vous, ben c'est sûr qu'il va développer des problèmes plus tard. Le chien, c'est la même chose. Et malheureusement, c'est quand ils sont soit enfants, soit adolescents, qu'on les prend, qu'on les met dans la voiture, qu'on les amène chez des étrangers, ces étrangers qui vont lui faire du mal, qui vont les mettre dans une cage, qui vont leur ôter une partie de leur corps. OK? Et ils vont se réveiller, puis le chien, il sait qu'il lui manque quelque chose. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le chien, il a conscience de son corps. Le chien, il a conscience de ses oreilles, il a conscience de ses pattes, il a conscience de sa queue, il a conscience de ses couilles. Le chien, il entend son cœur battre. Le chien, il entend ses intestins travailler. Le chien, il a conscience de tout ça. D'ailleurs, quand vous avez sûrement fait l'expérience une fois dans votre vie, quand votre chien il se voit pour la première fois dans un miroir, ben il va réagir comme si c'était un congénère qui était en face de lui, mais au fur et à mesure, ben il a compris que c'était lui, que c'était son reflet. Le chien reconnaît la race. Le chien sait avec ses yeux, il est capable de dire ah ça c'est un chien, ah ça non, ça c'est pas un chien. Les animaux sont pas stupides. Le chien, il est même capable de reconnaître la race. Tu sais, quand mon chien voit un autre Saint-Bernard, il sait que c'est le même que lui. Il sait que c'est la même race que lui. Autant qu'il est capable de différencier l'espèce, il est capable de différencier la race. Fait arrêtez de prendre les chiens pour des imbéciles. Quand vous y enlevez ses couilles, il sait. Et malheureusement, ben, il vous faisait confiance ou il commençait à peine à vous faire confiance. Et là, vous l'avez trahi. Vous y avez enlevé une partie de son corps. Et oui, il peut y avoir des répercussions. On parle aussi, n'oubliez pas, au niveau de tout ce qui est psychologique, l'irritabilité, la tristesse, l'état dépressif. Un chien qui aurait cet état d'esprit-là, ben vous savez que ça peut devenir un chien potentiellement dangereux. On parlait tout à l'heure, une baisse de testostérone, ça a amené aussi des crises d'angoisse, de la panique. Ben, le chien, lui aussi. Les humains et les chiens, au niveau métabolique, au niveau biologique, on est fait presque pareil. Fait que un taux de testostérone faible chez l'homme, c'est les mêmes conséquences, excusez, qu'un taux de testostérone faible chez le chien. Sauf que le chien, lui, il va le démontrer avec 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 les méthodes du chien. Pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pourquoi qu'il y a de plus en plus de chiens agressifs? Pourquoi il y a de plus en plus de chiens qui sont abandonnés, qui sont dans les refuges? Ben, tout simplement parce qu'on continue à pratiquer les castrations. Donc, la castration, ce n'est pas une solution. Comme le dit le docteur Dehaas, il y a d'autres façons de faire. On pourrait faire des vasectomies aux chiens pour qu'ils maintiennent justement leur taux de testostérone normal. Et comme on l'a vu, la testostérone n'a rien à voir avec l'agressivité. Par contre, le cortisol, oui. Un chien qui est stressé,
un chien qui est angoissé, un chien qui est pas bien dans sa peau, ben lui, il est bourré de cortisol. Et lui, c'est un danger potentiel. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura sensibilisé. Je ne sais pas si vous aurez les couilles de justement poser des questions à votre vétérinaire et justement quand il est le temps de stériliser votre chien, de demander une vasectomie à la place d'une castration. Parce que si vous prenez vraiment conscience de ça, vous allez voir à quel point que c'est cruel et barbare. Continuez à faire vos recherches là-dessus. C'est pas moi qui ai fait ces recherches-là. Ce sont des scientifiques, des chercheurs et ils en sont tous arrivés à la même conclusion. Donc, arrêtez de faire les autruches. J'ai fait cette erreur-là, moi aussi, j'ai eu d'autres mâles, puis je le savais pas, j'avais pas conscience de ces recherches-là. Ça fait déjà quelques années et j'en ai castré un chien. Et aujourd'hui, quand je suis au courant de tout ce que ça provoque, ben je comprends beaucoup de choses par rapport à l'état de mon chien. C'est un chien qui était énormément stressé, qui faisait des crises d'angoisse et ben peut-être que s'il n'avait pas été castré, le problème aurait été moindre. Je dis pas que ça l'aurait totalement enlevé, mais au moins il aurait pu mieux gérer tout ça. Enfin, bref, j'espère que ben, ça vous aura plu, que ça vous aura ouvert. Vous savez, mon but à moi, c'est pas de critiquer, c'est juste de dire, OK, il faut qu'on arrête de faire les autruches. Pourquoi les organismes, pourquoi les vétérinaires, c'est dans quel but qu'ils font ça? Est-ce que c'est dans le but de faire plus d'argent? Mais si c'est ça, c'est malveillant. Puis comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois qu'on voit ça, des scientifiques qui préfèrent ne pas parler des recherches, ben pour profiter de la situation tout simplement. OK? Peut-être qu'il y en a, c'est un manque de connaissances. J'espère en tout cas que c'est pas juste une question d'argent, là. J'espère que c'est un manque de connaissances, mais me semble que quand tu es un professionnel, que tu sois de la SPCA, tu sais, qu'on leur laisse toute la... eux, ils ont le champ de vraiment, là, c'est comme, OK, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la SPCA. C'est eux qui font les lois pour les chiens, tout et tout. Mais comment ça se fait qu'ils sont pas à, qu'ils sont pas au point avec toutes ces études-là? Je comprends pas, sérieux, je comprends pas. Tu sais, je veux dire, elles sont pas censurées, elles existent, mais et puis, ce sont des organisations qui sont là pour le bien-être des animaux. Bon, ça sera peut-être un autre débat une autre fois. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.